Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez vu des vidéos où je parlais de cette personne, Pascal le grand frère. Récemment, il a fait une émission qui s'appelle Les grands enfants. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est l'authenticité qu'on va y trouver. Et c'est là-dessus que je vais m'appuyer. Je vais essayer de vous montrer un peu le déroulé, ce qui peut, au fur et à mesure d'un entretien, questionner un ou une psychologue. Parce qu'il y a pas mal d'éléments. Et dans les 10 premières minutes, il y a déjà beaucoup de trucs. Et des trucs qui peuvent potentiellement donner des hypothèses, d'explications de pourquoi à l'heure actuelle, les réactions autour de Pascal le grand frère sont aussi clivantes ou sont aussi intenses. Et il y a des chances qu'à un moment donné, ça parle de régulation émotionnelle. Mais surtout, d'incohérence entre ce qui est dit, ce qui est fait et les ressentis. Et ça va être un peu ma base. Bonjour Pascal. Bonjour. Trop sympa que tu sois là. Merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir. Alors je t'explique, dans Grands Enfants, en gros, moi je reçois des personnalités et pendant 1 heure, je les fais se reconnecter à l'enfant qu'ils ont été. Okay. Parce que je trouve que c'est hyper important de parler de l'enfance de façon positive dans la société. Oui. Aujourd'hui, on n'entend parler qu'au travers de faits divers qui sont sordides. Et j'ai envie en fait de faire parler aux gens de leur enfance, de se rappeler de leur petit enfant intérieur, tu vois. Quels ont été tes rêves, tes espoirs? Est-ce que aujourd'hui tu es fier de l'adulte que tu es devenu, enfin l'enfant que tu étais, fier de l'adulte que tu es devenu? Je suis ravi en tout cas. Je vais dire plein de choses. J'espère, mais j'espère. Des faits divers sordides, concrètement, dans les 10 premières minutes de l'émission, on est dedans, quoi. Alors oui, c'est dit avec le sourire, c'est dit sous une espèce de couverture positive, mais quand on parle de violence intrafamiliale, et la manière dont Monsieur Sautens en parle, ça fait quand même penser à de la dissociation. Pouvoir parler de choses graves avec un sourire, alors soit ça peut être parce qu'à un moment donné on a dépassé ça, que du coup oui, on en parle avec le sourire et avec une certaine relativisation, mais il y a pas mal d'éléments qui montrent l'hypothèse contraire dans ce que dit Monsieur Sautens. Est-ce que ça t'arrive de penser au petit garçon que t'as été? Oui, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Tout le temps, quand je vois le parcours que j'ai, j'en parlais encore avec le taxi qui m'a amené ici. Quand j'étais gamin, moi j'avais plein de rêves. J'en ai réalisé beaucoup, étonnamment. Certains qui m'ont plutôt surpris, d'autres qui m'ont déçu, mais c'est comme ça fait partie de l'expérience. Mais ouais, le gamin que j'étais, pour moi j'ai une super enfance en fait. Alors pour moi j'ai eu une super enfance. Ok, on part de ça. Donc en tant que psychologue, on enregistre cette phrase, on dit ok d'accord. Moi j'ai pas mal de personnes en consultation qui me disent j'ai eu une super enfance, j'ai pas à me plaindre de ce que j'ai vécu, j'ai eu le bien-être matériel, j'ai eu mes parents m'ont aimé, etc. Sauf que quand on commence réellement à creuser les choses, et notamment sur comment, et ça c'est souvent assez central, les enfants sont accompagnés, soutenus, compris dans leurs émotions, c'est là où en général on retrouve des choses qui n'ont jamais été nommées, dites, partagées, questionnées et qu'on garde à l'âge adulte. Et là, sur les 10 premières minutes, il y en a quelques-unes. Toi, t'es né à Creil. Je suis né à Creil, dans l'Oise, au plateau de Creil, rue de la Où tu vis toujours d'ailleurs, ce qui est pas mal. Ouais, je suis à côté, je suis toujours dans la même région, dans l'Oise, toujours. J'ai ma salle de sport qui est là-bas, on en parlera un petit peu plus tard. L'endroit où j'ai grandi s'appelle le plateau de Creil, donc c'est pas un endroit qui est très sain, quelque part. Malheureusement, on est connu pour d'autres problèmes qui sont liés à la violence, etc. Voilà, moi j'ai connu un petit peu tout ça. Alors c'est important, là, d'enregistrer aussi, quand on est thérapeute, le contexte social. On est dans un environnement où potentiellement il y a de la violence, où potentiellement l'enfant va être soumis à des choix moraux, de valeurs. Est-ce que je fais cet acte ou pas, parce que les copains le font? Une espèce de tension aussi qui peut être dans ces groupes-là, où si tu fais pas comme nous, du coup tu sors du groupe. Enfin, c'est important d'avoir cette dynamique-là en tête, que dans un quartier populaire où il y a un certain vécu social, de ne pas mettre de côté comment l'enfant, enfin l'adulte, raconte son enfance et comment il a vécu cet espace. Mais pas juste à travers les faits, aussi à travers ses émotions. Quelles ont été les contradictions dans cet espace? Qu'est-ce qu'il a eu l'impression qu'on a compris de comment il s'est socialisé, etc. Parce que ma mère avait 9 frères et sœurs. Ok. Mon père, 9 frères et sœurs. Ah ouais. Tous mariés. Plein de cousins. Plein de cousins. Plein. Que vous voyez beaucoup ou c'était... Avec certains, oui. Ouais. Avec d'autres, quasiment pas. Parce que nous, on a grandi dans des endroits, le plateau de Creil. Pour notre famille, c'était compliqué parce qu'on nous disait, on entendait, nous gamins, vous habitez dans une cage à lapins. Et effectivement, quand on regarde de loin, ça fait... Ouais, c'est dur à entendre. Ouais. Moi, mes cousins étaient en pavillon. Nous, on était en appart. C'est plus chic d'être en pavillon, ouais. Ouais, c'est mais plus du coup, c'était un peu de votre gueule Non, même pas, c'est qu'on sentait qu'il y avait une vraie différence, en fait. Et tu vois, quand t'es enfant, déjà, tu te dis, mais au sein de ma famille, il y a déjà cette différence. Pourquoi, en fait? Nous, on n'a pas demandé à habiter là. Alors oui, c'est tout à fait vrai, et c'est important de le prendre en compte, parce que personne n'a réellement demandé de naître dans l'endroit où il est né, où elle est née. À partir de là, le regard de l'enfant, au fur et à mesure qu'il se construit et qu'il se développe, peut se développer dans une forme d'injustice, ou dans une forme d'impunité, de « moi je mérite ce que je mérite », ou c'est injuste que moi je vive les choses de cette manière-là, et les autres se moquent de moi, etc. Et là, ça peut déjà être un terreau de trauma précoce, qu'il faut entendre et dont il faut prendre soin à un moment donné. On n'a pas demandé à grandir dans des HLM en fait. Et en fait, on s'y sentait super bien.
Et pour autant, mon frère, parce que j'ai un frère, je suis le grand frère du coup. Toi, t'es vraiment le grand frère. Je suis vraiment oui. le grand frère, tu vois. C'est assez étonnant. Et je me dis, quand je vois certains cousins, certains ont fini. Je suis désolé les cousins les gars, mais je vais parler de vous quoi. Nous on était un petit peu les reclus, t'habites dans un HLM, t'as vu, vous avez pas de thunes, tes parents, ton père est ouvrier, ta mère femme de ménage, et alors? Et pour autant on a réussi. On a réussi nos études, on a réussi notre vie. Et quand je vois certains cousins qui étaient en PAV, certains n'ont pas réussi, je me dis voilà, les gars, faut pas parler en fait. Alors vous voyez quand M. Sautens parle de ça, il évoque un certain jugement intrafamilial. Comment il le vivait réellement, on ne peut pas s'empêcher qu'il y a une espèce de tension émotionnelle qui s'est accumulée, parce que quand il parle par la suite de ses cousins, vous avez vécu dans une espèce d'espace où vous étiez plutôt favorisé, et pour autant vous n'avez pas réussi pour certains d'entre vous vos études. Le fait de juger les autres, ça part déjà pas mal de la question familiale, de comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'enfant vis-à-vis d'autres enfants, comment dans l'espace familial on nous explique les choses, pour ne pas, déjà dès les premières années, juger des personnes qui sont dans des espaces sociaux différents. Plus vous faites ça, plus vous en faites des adultes qui vont potentiellement croire en la méritocratie, par exemple. Alors que d'un point de vue scientifique, philosophique, sociologique, il y a plein de données qui montrent que la méritocratie, le fondement de cette pensée, elle est bancale, réellement. Est-ce que la différence du coup entre eux, entre l'éducation qu'ils ont reçue et celle que tu as reçue, c'était quoi l'éducation de tes parents? Éducation stricte. Stricte comment? À la dure en fait, c'est tu manques pas de respect aux parents. Alors quand j'entends cette phrase, une éducation stricte à la dure, je ne peux pas m'empêcher de penser à la première phrase dont M. Sautens a parlé, à savoir « j'ai eu une enfance heureuse ». Il y a déjà une contradiction là pour moi. Okay. Tu as d'une mamie qui porte un sac dans la rue, tu te lèves dans un bus, tu laisses ta place à une mamie, aux anciens. On avait beaucoup de respect sur des anciens. Alors par contre, oui, le respect des anciens, carrément. L'entraide par rapport à des personnes qui physiquement sont dans des situations plus compliquées, des personnes âgées, les aider à porter leur sac, etc. Oui, j'avoue que c'est des valeurs sociales qui sont intéressantes. Mais en quoi elles sont en lien avec une éducation à la dure? Elles peuvent très bien être enseignées dans une éducation bienveillante, avec des limites structurées qui n'ont pas besoin d'être violentes pour ça. Comprendre le monde et accepter que le monde est injuste et accepter qu'à un moment donné, on doit s'adapter à ce monde, est-ce que c'est pas déjà suffisamment violent? Alors pourquoi rajouter une couche de violence? Donc oui, le respect des aînés, carrément. Mais quand ce respect des aînés est exigé par la force et par le fait de l'imposer dans un contexte où l'enfant ne se sent pas respecté, on est obligé d'user encore plus de force. On est obligé d'être dans la domination, on est obligé d'être dans le « tu vas comprendre qu'il faut que tu respectes les aînés et les adultes ». Mais c'est quoi respecter les aînés et les adultes? C'est leur foutre la paix sur ce qu'en tant qu'enfant on ressent et qu'on ne maîtrise pas parce qu'on découvre le monde? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend parce que les parents le font avec nous? Si moi je te respecte en tant qu'adulte, que je cherche à te comprendre et que je mesure que toi en tant qu'enfant tu es en train de découvrir le monde et que je peux pas utiliser des outils violents pour essayer de te faire intégrer les choses, je te montre du respect. Et il faut que ces règles soient claires. Si je le fais pas, est-ce que c'est étonnant que ces enfants-là, par la suite, leur respect soit à géométrie variable? Les grands frères de quartier, on avait peur d'eux d'ailleurs, aujourd'hui c'est le contraire. Les grands frères utilisent les petits pour faire leur trafic. Ouais. Et ça je le dis à chaque fois j'en parle. Je trouve ça dommage et je pense qu'il faudrait remettre les grands frères aujourd'hui dans les quartiers, mais les vrais grands frères qui s'occupent des petits, qui nous donnent des règles en tout cas et qui nous expliquent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Là-dessus on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des grands qui nous ont vraiment bien dirigés et bien cadrés aussi, parce que les parents étaient durs. Alors là, ce dont parle M. Sautens, la question des grands frères, la question des relais parentaux quelque part, c'est quelque chose qui est fondamental. L'enfant, il sent les incohérences parentales, il sent les incohérences du contexte social dans lequel il évolue. Et il a besoin, quand au niveau des réponses éducatives parentales, il y a des choses qu'il repère comme c'est étrange, j'adhère pas, mais en même temps c'est mes parents, et si encore en plus j'en ai peur, j'ose pas leur poser de questions, c'est tout à fait naturel qu'un enfant cherche d'autres références, d'autres espaces pour comprendre ou pour traiter une information qui émotionnellement est difficile à digérer. Et plus elle est incohérente, cette information, plus l'enfant il perçoit un truc, il ressent quelque chose de différent et il entend des choses encore différentes, plus il va essayer de traiter cette question-là d'une manière ou d'une autre. Et plus il y a d'écart, plus il va être violent, ou alors plus il va se taire, et dans les deux cas, ça fait pas des trucs super cool. Mon père a fait la guerre d'Algérie, donc quand il est arrivé, quand on est né, on avait le côté un peu militaire à la maison. Alors quand M. Sautens parle de son père, qui a fait la guerre d'Algérie, qui amenait une éducation militaire à la maison, qui était stricte, on peut se questionner sur à quel point cette personne a pu elle-même vivre des traumas, et que à travers l'époque à laquelle vivait ce monsieur,
la remise en question, le fait d'exprimer ses émotions, le fait d'essayer de remettre en question ou en perspective ce qu'il a pu vivre, de faire tout simplement une thérapie. C'était pas toujours bien vu dans ces espaces-là, parce que je suis pas fou, parce que je suis pas malade, etc. Et puis parce qu'il y avait une certaine forme de légitimation, si on peut dire ça comme ça, en tout cas de normalisation de la violence intrafamiliale et notamment paternelle, avec cette idée que papa il exprime pas ses émotions, et pour le coup, ça explique pourquoi Monsieur Sautens parle de ça. Un regard suffisait en fait. Mon père nous regardait, on savait qu'on devait arrêter les conneries, on devait s'arrêter. Ouais. Juste un regard. Bah oui, si un regard suffisait pour avoir peur de lui, en tant que psychologue, ça me questionne tout de suite sur comment on parle avec cette personne de ses émotions, de ce dont on n'est pas d'accord avec cette personne, etc. Parce que si tout, ou en tout cas partie de ce qu'est l'enfance, qui est une espèce de découverte du monde, se fait à travers la peur et la violence, à quel point ça agit sur le développement du cerveau de l'enfant. Et il y a des études qui en parlent, que plus c'est violent, plus c'est incohérent, plus le cerveau de l'enfant se structure comme s'il vivait une guerre. Et là, on a déjà une espèce de schéma qui se répète. Un papa qui a vécu la guerre, des traumas, qui peut-être lui-même a vécu des traumas dans son enfance en lien avec son éducation. Là, c'est pure spéculation. Mais dans les résonances familiales, ce serait pas étonnant que quelque chose se reproduise ici, autour de la violence, autour de la difficulté à exprimer ses sentiments autrement qu'à travers une violence qui est tellement marquée qu'elle vient occulter, d'une certaine manière, les moments cool. Et ça, on le verra plus tard. Et je dis pas qu'on avait peur, avec mon frère, c'est pas qu'on avait peur de mon père, mais c'était quelqu'un qui était assez violent quand même, mine de rien, parce que voilà, il était, avec ma maman, il était brutal. Donc, Alors là, c'est intéressant ce qu'il dit. Enfin, tout est intéressant, mais là particulièrement. En fait, il dit, c'est pas qu'on avait peur de mon père. Souvent, quand j'ai ça en consultation, je reviens sur cette phrase. Parce que le c'est pas, c'est souvent oui. Profondément, au fond de moi, il me foutait les jetons, réellement. Et je pouvais pas l'exprimer. Donc j'ai fait avec. Faudrait vérifier ça auprès de cette personne, mais je serais pas étonné qu'il y ait de ça, et c'est ce qu'on appelle de la dénégation. C'est pas du déni, c'est-à-dire on n'ignore pas les choses, comme je peux l'avoir dans d'autres situations, notamment avec des personnes quand j'ai un certain âge, 70, 80 ans, et qui parlent vraiment de la violence éducative, enfin qui n'en parlent pas au départ. Il faut vraiment amener ça petit à petit pour qu'ils puissent à un moment donné dire « Ah oui, c'est vrai que oui, j'ai vécu ça quand même. C'est violent. » En tout cas là, je ne serais pas étonné que réellement, il, avec son frère, avait peur de son père. Mais que des mécanismes de protection ont fait que, en tant qu'enfant, on finit par s'aligner sur ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est là le début d'une forme de trauma et d'emprise qui serait nécessaire de creuser, mais on a déjà un terrain qui est présent. Surtout quand il parle de la violence dont il a été témoin en tant qu'enfant, de son père et de sa mère. Aucun enfant ne mérite de voir ça. Aucun enfant ne devrait voir ça. Les conflits parentaux, c'est aux parents de les gérer, c'est pas aux enfants de les porter. Et là, ce qu'on entend à travers son témoignage, c'est qu'il portait ça. Ce qui fait que c'est pas étonnant d'entendre M. Sautens dire ça. Donc, nous, on a vu des images qui restent en moi, qui sont marquées à vie. Tu en as voulu à ton père? Comment? Ouais, bien sûr, voulu? beaucoup. Je me suis vengé, c'est pour ça que je suis parti dans les arts martiaux. C'est pour ça que j'ai fait des sports de combat, parce que j'avais qu'une envie, c'était de défendre ma mère déjà. Ouais, et puis de régler les comptes avec mon père, ça, je l'ai jamais fait, pour autant. Bah oui, quand un enfant finit par structurer sa relation parentale à travers une vengeance ou à travers des choses qu'il n'arrive pas à dire ou à nommer, c'est pas étonnant que ça aille du côté de la violence. Ou du côté d'une telle difficulté à s'affirmer que on finit par complètement écraser son estime de soi et sa confiance en soi. Mais d'ailleurs, dans les deux cas, je serais pas étonné que M. Sautens ait vécu des difficultés dans l'affirmation de soi, dans la confiance en soi, et plus globalement dans l'estime de soi. Et donc, dans ce qu'il dit d'aller dans les arts martiaux et dans les sports de combat pour défendre sa mère, on se rend déjà compte à quel point M. Sautens est dans une situation où il ne peut que être parentifié. C'est-à-dire qu'il se met à gérer, à la place de ses parents, des éléments émotionnels qui ne sont pas de son ressort. C'est aux parents de régler leurs conflits. C'est pas aux enfants de s'impliquer là-dedans. Et c'est là où on commence à avoir quelque chose où la question des places, elle est un peu confuse. Parce qu'un papa qui ne sait pas réguler ses émotions, c'est un papa qui, d'une certaine manière, amène ses enfants à devenir ses parents à lui. C'est peut-être un peu compliqué. Bah oui, moins vous régulez vos émotions en tant qu'adulte, plus c'est l'enfant qui récupère une partie de cette régulation-là, dans la manière dont il va gérer le lien avec vous. C'est pour ça que plus vous vous remettez en question, moins vous avez accès à la violence, plus vous avez accès à comment j'explique les choses à mon enfant, plus il va se sentir respecté, entendu, compris et apaisé. Mais ce
qui est d'autant plus intéressant, c'est quand il dit « j'aurais aimé régler mes comptes avec mon père ». Sauf que comment vous voulez régler vos comptes autrement que par un rapport de force ou de domination dans un espace où les émotions ont toujours été régulées de cette manière-là. Et notamment, le cadre était soit imposé par de la violence ou par le silence. Je serais pas étonné qu'il y avait les deux dans cet espace-là. D'ailleurs, il le dit, un regard suffisait. Il le fait plus tard d'ailleurs dans l'émission où il tape sur un verre pour rappeler, il fallait surtout y aller parce que sinon les foudres allaient être déclenchées. Dans ce contexte-là, ce que ça fait, c'est que ça met la parole, le fait de nommer les choses, le fait d'exprimer ce qu'on ressent, à une place où elle est dangereuse, où elle peut perturber l'adulte, où elle peut déclencher ses foudres. Qu'est-ce qui fait que la parole d'un enfant ou ses actes vont amener soit de la violence intense, soit du silence punitif? C'est horrible pour un enfant qui se développe. J'en ai voulu beaucoup, oui, bien sûr. Et en grandissant, il y a des vérités qui surgissent. Et dans ces vérités, on se dit, c'était pas de sa faute, mais c'était pas une bonne raison. Ces gestes-là n'auraient jamais dû exister en fait, on n'aurait jamais dû les voir. Mais on les a vus. Concernant le conflit parental, qui reste du côté des parents, c'est-à-dire que les enfants sont jamais la source de ce conflit, ou que parfois les attitudes des enfants amènent du conflit en disant « bah oui, t'as vu, ton fils il a fait ci » ou alors « non, ton il a fait ça », etc. Et ben ça plonge l'enfant dans un truc en plus à gérer, qui est « je dois gérer cette chose qui s'impose à moi ». Je m'explique. Si les parents sont surdéclenchés dans leur conflit, l'enfant est obligé de mettre en silence, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il ressent, ses problèmes à l'école, ses problèmes d'enfant au fur et à mesure qu'il se développe. Il voit aussi l'incohérence des parents. Tu dois respecter les anciens, tu ne dois pas taper, tu ne dois pas être violent, etc. Ben, mais alors pourquoi toi tu l'es? Pourquoi toi tu m'apprends des choses que je ne devrais pas faire? Il y a quelque chose qui, pour le cerveau de l'enfant, est très bizarre. Et ce qui est encore pire, c'est quand, dans les conflits, le père ou la mère va dire bah, « tu vois, à cause de toi, ce qui s'est passé, si on se quitte avec ta mère ou si on se quitte avec ton père, c'est de ta faute. » Ne jamais faire ça. Honnêtement, en tant que psy, c'est criminel. Parce que vous mettez l'enfant à une place qui n'est pas la sienne. C'est pas vos problèmes d'adulte qu'il doit porter. Si vous lui rajoutez ça, faut pas vous étonner que plus tard il n'ait pas envie de vous voir ou qu'il vous envahit. Ou qu'il vous demande pas d'aide parce qu'il y a quelque chose qui se brise à ce moment-là dans la relation parent-enfant. Et dans ces vérités, on se dit, c'était pas de sa faute, mais c'était pas une bonne raison. Alors là, Monsieur Sautans dit un truc hyper vrai. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être que ce père avait des traumas, c'est même quasiment certain, même si ça reste une hypothèse, mais c'est compliqué d'évacuer cette hypothèse avec autre chose. Une pathologie, j'en sais rien, il n'y a pas assez d'éléments pour ça, mais le trauma, la guerre, les dynamiques éducatives qu'il y avait à l'époque, statistiquement, on peut favoriser cette hypothèse-là. Et c'est aussi très vrai quand il dit « en tant qu'enfant, on n'aurait jamais dû vivre ça ». Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est souvent ce que je dis aux patients, c'est là-dessus que vous pouvez mettre votre colère, sur cette injustice d'avoir vécu des choses dans un contexte où les personnes qui auraient dû vous protéger et qui auraient dû vous permettre de vous développer sereinement, avec une certaine insouciance, mais avec des limites claires, hein, je le répète, qui sont expliquées, qui ont du sens. Ça, c'est une injustice profonde. Et comme je vous le disais au début, on ne choisit pas l'endroit où on est. Et ça, c'est un élément qui serait quand même très important à traiter à un moment donné, en tant que société. Et en tant que civilisation, mais en tant que culture. Enfin, voilà quoi. C'était comment dans le regard dans ton regard de petit garçon, de voir ta maman mal, se faire maltraiter, comment? Dur parce qu'on en parlait à l'école. Ce qui est fou, c'est qu'à l'école, parfois, quand on avait des leçons à faire, on était en groupe de 4, et on devait se raconter nos vies. Et les profs, je trouvais ça vachement bien en fait, parce qu'on partageait des moments avec des gamins qui étaient dans le quartier avec nous, et forcément on les connaissait pas tous forcément bien, tu vois. Moi, celui qui était au fond du quartier, je traînais pas trop avec eux, moi j'étais plus avec ceux qui habitaient à côté de chez moi. Et quand on me disait toi, Pascal, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi je disais toujours, je veux défendre ma mère. Je disais ça à chaque fois, je veux défendre ma mère. Pourquoi? Et là, il fallait que j'explique. Parce que mon père, voilà. C'était quoi la réaction des gars? Ils disaient quoi? Ils comprenaient pas en fait. Ah bon, mais t'es sûr? T'en es là, vraiment? Je dis ouais, mais tu sais pas ce que je vis. Tu sais pas ce que je vois. Moi, je vois de la violence chez moi. Et cette violence-là, je capte pas. Ici, on se rend compte à quel point c'était présent, à quel point c'était quotidien pour cet enfant-là, qui était Monsieur Sautans. Il en parlait à l'école. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu, là, une présence adulte, ou des enfants qui alertent pour dire c'est bizarre quand même ce que notre copain il vit au quotidien. Alors je sais pas trop comment ça se fait que ça peut plus se faire, est-ce que ça s'est fait, est-ce que ça s'est pas fait, là, pour le coup. Mais ça montre, en tout cas, à quel point c'était chargé, à quel point même à l'école, en tant qu'enfant, il avait ça en tête. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut être complètement disponible en tant qu'enfant pour les enseignements? À quel point on peut se sentir déconnecté de ces problématiques-là pour pouvoir être à fond dans les études? C'est hyper compliqué. Ou alors, vous avez des enfants qui vont surinvestir l'école.
Donc c'est cool. C'est plutôt un système de protection qui est plutôt chouette. Mais souvent ils le font parce que dans cet espace-là, bah, tout est clair. Les règles sont claires, elles sont pas violentes, elles sont cadrées. Il y a du tiers, c'est-à-dire que quand il se passe un truc, on en parle. C'est souvent pour ça que ça marche aussi de cette manière-là. Qui a insufflé ça. Ouais, notre maman elle a toujours été là pour nous, le papa aussi. Hein. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour ma part, j'ai pas de souvenir où mon père jouait avec moi étant petit. Et très récemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est dans un environnement clairement traumatogène et anxiogène, il y a trop d'éléments là pour pouvoir envisager une autre hypothèse. En tout cas, ça mériterait d'essayer de voir à quel point ça pourrait être autre chose, mais là, clairement, dans les descriptions et dans les réactions, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit traumatogène et au minimum anxiogène pour un enfant qui se développe. Et donc, pour le cerveau de l'enfant, l'espace familial devient un espace dangereux et dans lequel il va développer très facilement une hypervigilance. Là, pour le coup, c'est totalement naturel. Un cerveau de quelque espèce que ce soit, quand il se retrouve dans un environnement stressant ou anxiogène, il développe une hypervigilance. Je devrais pouvoir trouver des sources, mais je pense que je me plante pas trop en affirmant ça là comme ça. Et donc à travers cette hypervigilance, la capacité d'accès de façon qualitative à ces fonctionnements cognitifs, la mémoire, la régulation émotionnelle, la nuance de pensée, la profondeur d'analyse, tout ça, ça chute très fort. Donc, mémoriser des choses agréables, comme on est toujours sur la défensive parce qu'en hypervigilance, le cerveau ne l'enregistre pas, ou très difficilement. C'est pour ça que par la suite, on entend ça. Et très récemment, parce que mon père est décédé aussi du coup, père son âme, assez étonnamment avec mon frère, on a découvert des photos où mon père, voilà, on a ça, il y a un tapis de jeu, je suis par terre, et mon père est à côté de moi et joue avec moi. Donc t'es tout petit, quoi. C'est dur parce que c'est des choses... Et là, vous voyez, en tant que psychologue, pour moi, il y a une émergence émotionnelle qui n'a jamais été encore vraiment traitée, qu'on peut mettre en lien avec le fait que j'ai jamais réglé mes comptes avec mon père. Il y a quelque chose là, alors, je sais pas, peut-être que monsieur Sautens est accompagné, mais là, en tant que psychologue, j'aurais tendance à avoir un axe de réalignement, de comment on reparle de tout ça. Comment, là, il y a quelque chose qui a été mis sous le tapis et qui Je suis désolé d'être dans l'émotion, mais... Désolé d'être dans l'émotion, pourquoi? Pourquoi désolé? Pourquoi on est désolé? Ah oui, il y a quelque chose de culturel, mais à quel point dans l'enfance c'est exactement pareil? D'être désolé d'avoir une émotion qui peut perturber les parents. Alors je sais pas à quel point, il faudrait vérifier avec monsieur Sautens, mais je serais pas étonné que ce soit renforcé et par l'environnement familial où l'émotion n'avait pas forcément trop sa place parce que le conflit parental et la violence étaient très présents. Et donc ça vient souvent silencier les émotions ou les expressions émotionnelles. Mais effectivement, culturellement, il y a aussi ça. Donc quelle est la part de chacun? Ce serait pas étonnant qu'il y ait les deux. Mais non, on n'a pas à être désolé d'avoir quelque chose qui nous dépasse. Je suis désolé d'être dans l'émotion, mais... Parce que je suis un mec vrai, c'est des choses que j'ai occultées. Et cette phrase, parce que je suis un mec vrai, ça n'a rien à voir. Vraiment. Vous êtes un être humain. En tant qu'être humain, vous avez le droit d'avoir des émotions. C'est pas une histoire de vrai ou pas. C'est une histoire de j'ai des émotions, j'ai le droit de les exprimer. Et elles sortent comme elles sortent, et on en parle. Parce que cette expression, on l'entend aussi par rapport à des personnes qui s'en portent. Oui, je suis quelqu'un de vrai, donc je m'exprime comme je m'exprime. Non. L'intensité à laquelle vous exprimez vos émotions n'a rien à voir avec l'authenticité. C'est souvent des choses qui n'ont jamais été régulées et jamais été réalignées par rapport à votre propre vécu. Donc exprimer ces émotions et être authentique, oui. L'intensité à laquelle vous l'exprimez, ça n'a rien à voir avec être vrai ou pas. C'est juste que vous êtes en train de montrer qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été régulé et qui a besoin de s'exprimer, parce que ça n'a jamais pu s'exprimer avec les mots, dans un environnement où vous avez pu être entendu, compris, soutenu et non jugé. Ça, c'est les 3 trucs que je trouve importants. Compris, soutenu et non jugé. Regardez vos relations à l'heure actuelle. Et vous verrez que quand il y a ces 3-là, c'est souvent dans ces relations-là que vous vous sentez le mieux. Et je me dis, mais merde, pourquoi j'ai pas ces beaux souvenirs-là, quoi? C'est très dur, très dur. Et quand on voit les photos, on se dit, merde, j'ai une image d'un papa qui est dur, qui est violent, qui est ça, et j'ai pas l'image d'un papa qui est doux avec nous. Voilà, là vous avez cet exemple de je comprends pas comment ça se fait que mon vécu avec cette personne est aussi négative, alors que sur les photos, je repère quelque chose qui n'a rien à voir. Tout simplement parce que le cerveau n'a pas pu enregistrer ces éléments-là, ou alors les a enregistrés, mais les a mis de côté, du fait de l'environnement ultra-violent. C'est pour ça que, quand j'entends « j'ai eu une enfance heureuse », vous voyez à quel point il y a des contradictions. Et c'est là où la thérapie est importante. C'est que ça vous permet de réaligner ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu une enfance qui était ce qu'elle était, qui était plus ou moins heureuse, mais qui était quand même très violente et traumatogène. Ce qui explique pourquoi j'ai plus accès
à certains souvenirs, qui étaient ceux du bonheur, qui étaient ceux de la joie. Parce que j'étais plongé dans un conflit que j'aurais jamais dû porter. Qu'on m'a éduqué d'une manière où les émotions n'avaient pas leur place. Où explorer le monde et les relations étaient dangereuses. Alors j'enlève pas le fait qu'il y a certainement, et on le verra plus tard, des bêtises dont M. Sautens parle. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles doivent se résoudre par la violence? Donc pour cette partie-là, je vais m'arrêter ici. Déjà pour voir au niveau du montage si ça fonctionne. Au niveau de comment vous allez le recevoir sur les réseaux si ça vous parle pas. Et en fonction de ça, je ferai la suite, parce que dans cette émission, il y a vraiment énormément de choses vraiment super intéressantes pour vous partager ce que c'est une réflexion de psy. Alors je dis pas que j'ai la vérité, mais la manière de se questionner, la manière de poser les hypothèses, la manière de mettre en lien les choses les unes avec les autres, c'est un peu ça qui se passe en coulisses. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous en avez l'occasion, consultez. Bêtisier bonus. Pascal, et la manière dont Pascal Sautens